The Stanley Parable est un jeu populaire sorti en 2013, mais je ne l'ai découvert que maintenant. Et honnêtement, cette sensation qu'un jeu me retourne le cerveau, ça fait longtemps que je l'avais pas ressenti. C'est pour ça que j'ai décidé de changer un peu de direction sur cette chaîne, parce que quand j'ai posté ma première vidéo, je voulais simplement raconter à mes amis non-joueurs les histoires qui m'avaient marqué et partager la psychologie qu'elle contenait. Je trouve fascinant d'utiliser chaque jeu comme prétexte pour explorer un principe fondamental du comportement humain. Parce que pour moi, les jeux vidéo dépassent largement le simple fait de lancer une partie pour gagner ou perdre, et je suis captivée par ces jeux qui nous font ressentir des émotions profondes à travers le sound design, le gameplay, l'atmosphère, la musique, tout un travail de fond qui mérite d'être apprécié comme n'importe quelle forme d'art. Certains jeux nous éveillent, ils nous prennent aux tripes parce qu'ils résonnent avec le monde réel, parle de sciences sociales, d'humanité, de phénomènes de société, de psychologie, etc. avec une subtilité et une finesse remarquables, et c'est exactement ça que je veux montrer. Quand je lance le jeu, on me présente Stanley, employé 427, coincé dans un minuscule bureau gris, où son rôle se résume à taper des chiffres sans réfléchir, jour après jour. Une routine mécanique vide sans la moindre once d'initiative. Un matin, une nouvelle instruction apparaît sur son écran, et là il bloque. Il ne sait pas quoi faire, alors il sort de son bureau pour chercher une réponse. En avançant, il se rend compte que tous ses collègues, eux aussi numérotés, ont disparu. Alors j'avance dans les couloirs et c'est là que le narrateur se met à raconter. Gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Pas juste ce que je fais, mais ce que je dois faire. Ce narrateur est central. Il raconte l'histoire comme si tout était déjà écrit. Il me guide, il me corrige et il me surveille, avec ce ton un peu sarcastique qui donne l'impression qu'il sait tout le temps. J'arrive à un moment devant deux portes, celle qui mène à la salle de réunion, et là il dit simplement « When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. » Donc j'obéis, bêtement, porte de gauche, salle de réunion vide, puis le couloir vers le bureau du directeur. C'est ce que le narrateur m'explique. Mais déjà je sens une tentation. Explorer, désobéir, vérifier ce qui se passe si je teste les limites de sa narration. Et pourtant, je continue de suivre. Dans le bureau du directeur, le narrateur me donne carrément un code pour ouvrir une armoire secrète. Pas besoin de réfléchir, j'effectue et le passage caché s'ouvre. Le passage mène à un ascenseur qui descend vers plusieurs passerelles métalliques. Les passerelles se poursuivent jusqu'à une salle nommée Mind Control Facility, l'endroit où les salariés sont littéralement contrôlés. Et sur ma gauche, un petit couloir me fait hésiter. Un chemin discret qui semble exister uniquement pour tester mon envie de ne plus suivre ce qu'on me dit, mais une fois encore, je reste sur la trajectoire prévue. Je découvre des rangées d'écrans de surveillance, un écran pour chaque employé, et évidemment le narrateur m'explique ce que je suis en train de voir. No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. Dans la salle Mind Control, le narrateur m'indique que Stanley doit désactiver la machine. Et là, juste pour essayer, je me demande. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? Le narrateur réagit immédiatement, le ton change, s'adresse à moi comme si j'avais saboté son scénario, comme si j'avais trahi la seule version acceptable de l'histoire. Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't... Un moment de panique s'installe quand il annonce qu'une bombe va exploser d'une seconde à l'autre. Avec son ton sarcastique habituel, je crois au bluff, jusqu'au moment où le compte à rebours se lance vraiment. Je me retrouve dans une salle immense, remplie de boutons d'écran, de panneaux, et j'ai absolument aucune idée de ce que je suis censé faire. Je clique partout, je teste tout, le narrateur commente mes actions en me regardant me débattre, comme s'il observait un rat de laboratoire qui ne comprend rien, et après quelques minutes... Cette fois, je me résigne à suivre la narration de bout en bout, je refais le parcours,
couloir vide, bureau du directeur, passerelle, écran. Je prends systématiquement les bons choix, je désactive la machine et le jeu finit enfin par m'ouvrir la porte de sortie. Solved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Après cette fin heureuse, obtenue grâce à une partie presque trop simple, suivre un narrateur, appuyer sur les bons boutons et sortir sagement du bâtiment, j'étais prête à vous parler du biais d'automatisation et de la dépersonnalisation. Enfin, non. Je crois que finalement je vais faire un autre choix. Parce que The Stanley Parable, c'est bien plus que ça. C'est un jeu où on teste, où on désobéit, où on recommence, où on provoque la narration juste pour voir ce qu'elle cache. C'est un jeu où le narrateur s'énerve littéralement dès qu'on lui désobéit. Par exemple, si je prends la porte de droite au moment où il me dit de prendre celle de gauche, il commence à corriger le jeu en direct. Comme s'il essayait de recoller les morceaux de l'histoire pour sauver la face. Et derrière, j'ai le droit à une petite leçon de morale bien salée que je vous laisse découvrir. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha! Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Mais au fond, tout ça, c'est quoi? Tout ce laboratoire d'expérimentation, ces tentatives, ces chemins secrets, les dialogues modifiés selon mes choix, tout ça, ça part d'un principe rarement cité, mais essentiel, qu'on appelle le principe d'agentivité face à la structure. Bon, avant de comprendre ce principe, il faut comprendre de quoi on parle. On va commencer par la structure, ce qui encadre nos vies. Dans les sciences sociales, la structure, c'est tout ce qui organise, limite ou oriente nos comportements. Les institutions, les normes, les règles bureaucratiques, le langage, l'environnement de travail, le système de contrôle. Dans The Stanley Parable, la structure, c'est littéralement le jeu en lui-même. Les murs, les couloirs, les portes, les scripts, les dialogues du narrateur, tout est pensé pour guider mon comportement. Le narrateur représente même la forme la plus pure de la structure. Il dit ce qui doit arriver, comment ça doit arriver et dans quel ordre. Il est l'incarnation de la structure sociale. Et comme dans la vraie vie, la structure est à la fois contraignante, parce qu'elle limite mes choix, mais elle est aussi possibilisante, elle rend certains choix possibles. Un petit exemple dans le jeu, s'il n'y avait pas deux portes, je ne pourrais pas choisir. La structure organise mes choix, mais elle définit mes limites. Et alors c'est quoi l'agentivité? Eh bien c'est la capacité d'agir par soi-même. L'agentivité, c'est l'inverse de la structure, c'est ma capacité à agir, à décider, à sortir du script, à affirmer ma volonté. Si la structure est le cadre, l'agentivité, c'est ce que moi je fais à l'intérieur de ce cadre. C'est ma capacité à dire «
Ok, vous attendez ça, mais moi j'ai envie de faire autrement. C'est tout ce qui relève de mon initiative, de ma volonté et de mon jugement. Dans la vraie vie, c'est prendre un chemin différent d'habitude, c'est refuser une règle, c'est inventer une autre façon de faire, c'est résister à une consigne. Et dans ce jeu, ma capacité à agir ressort à des moments très précis. Le premier grand moment, c'est quand j'arrive devant les 2 portes. Enfin, c'est ce qu'on croit. Mais en réalité, le premier vrai choix commence bien avant, dans mon bureau, quand le jeu commence. Dès les tout premiers instants, je pourrais très bien décider de ne pas sortir du bureau, de refermer la porte derrière moi, de m'asseoir, d'attendre et ne rien faire du tout. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Et ce geste-là, pourtant minuscule, est déjà un acte d'agentivité, parce que le narrateur, lui, raconte autre chose. Il raconte que Stanley se lève et part voir où sont passés ses collègues. Mais moi, je peux décider de rester planté dans ce petit cube gris, dans ce décor de bureau vide, à observer les murs, à ne pas bouger, à me taire. C'est une désobéissance tellement simple qu'on oublie qu'elle existe. Et elle dit quelque chose de très fort. Ma capacité d'action existe toujours, même quand elle ne ressemble à rien. Rester immobile, c'est encore agir. Fermer la porte pour bloquer le narrateur dehors, c'est encore agir. Attendre qu'il perde patience, c'est encore agir. Le jeu ne m'a encore proposé aucun embranchement visuel, mais la liberté est déjà là, quelque part entre le fauteuil, la porte et mon envie de tester le système. C'est comme dans la vraie vie. Parfois, le premier acte d'indépendance, ce n'est pas une grande décision. C'est juste ne pas suivre tout de suite ce qu'on attend de moi. D'autres exemples dans le jeu, quand j'appuie sur un bouton alors que le narrateur me dit d'attendre. Quand je lance la machine que j'étais censé arrêter. Quand je marche lentement exprès juste pour entendre sa réaction. Quand je reste dans une petite pièce à ne rien faire alors que je suis censé continuer. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Chaque fois que je sors du scénario, même un tout petit peu, je fais un acte d'agentivité. Et pourquoi on oppose toujours ces deux principes, la structure et l'agentivité ? Eh bien parce qu'ils semblent contraires. La structure, elle organise nos comportements alors que l'agentivité nous en libère. Cependant, ce ne sont pas deux forces ennemies, ce sont deux forces interdépendantes. La structure existe parce que les individus la maintiennent, et l'agentivité existe grâce aux outils que la structure met à disposition. Dans le jeu, le narrateur, qui représente la structure, existe parce que moi j'ai décidé de jouer, l'agentivité. Mes choix existent parce que le jeu a prévu des chemins, c'est la structure. Le jeu change parce que j'essaye des choses, c'est l'agentivité. C'est un duo et un va-et-vient permanent. Parce que le jeu n'est pas un jeu d'aventure, c'est une démonstration. Nous ne sommes jamais totalement libres et nous ne sommes jamais totalement déterminés. Le narrateur me propose un cadre et moi je teste ses limites. Et à chaque partie, le résultat change, parfois légèrement et parfois radicalement. La structure ne peut exister sans agentivité. Sans joueur, la narration ne sert à rien. C'est mon action qui fait exister l'histoire. Ce qui est important, c'est que la structure n'est pas juste un mur qui m'empêche d'avancer. Principe numéro 2, la structure n'est pas seulement une contrainte, elle est aussi un support. Les multiples fins, les portes, les puzzles, ce sont des possibilités offertes par la structure pour exprimer mon agentivité. Elle est aussi un rail. Elle donne une direction, elle fait exister les chemins. Dans le jeu, si le couloir n'existait pas, je ne pourrais pas avancer. Si les deux portes n'étaient pas là, je ne pourrais pas choisir. La structure décide où je peux aller, ce que je peux faire et surtout ce que je ne peux pas faire. C'est un peu comme un métro. Les rails me limitent, mais sans eux, je ne pourrais aller nulle part. Et dernier principe, l'agentivité est toujours limitée par la structure. Je peux désobéir, mais jamais sortir du jeu.
Quand je suis le narrateur, je suis déterminé, et quand je le contredis, je suis libre, mais seulement dans les limites qu'il a prévues. C'est une idée sociologique majeure. La liberté totale n'existe pas, mais la détermination totale n'existe pas non plus. Stanley oscille entre les deux, comme nous dans la vie quotidienne finalement. Paradoxalement, c'est quand je pense avoir le contrôle que le jeu me piège le plus. The Stanley Parable montre quelque chose de fondamental. Nos décisions individuelles semblent libres, mais elles sont toujours prises dans un cadre que nous ne contrôlons pas totalement. Et inversement, les structures semblent immuables, mais elles tiennent uniquement parce que les individus les produisent. Stanley, malgré son numéro, malgré son bureau gris et malgré le narrateur, reste un individu capable de perturber la machine, mais pas de la détruire complètement. Stanley n'est pas un héros, c'est un individu ordinaire dans un système ordinaire, qui fait des choix ordinaires, mais chaque choix révèle quelque chose d'extraordinaire. La manière dont les structures façonnent notre agentivité et dont notre agentivité transforme les structures. Le jeu ne parle pas réellement d'anti-bureaucratie, c'est une expérience interactive qui signifie agir dans un monde déjà organisé. Le jeu n'attaque pas le monde du bureau, il ne dit pas le travail c'est mal ou la société vous enferme, il propose quelque chose de plus nuancé. Agir dans un monde organisé n'est jamais simple, mais ce n'est jamais totalement impossible. On est toujours en train de composer entre ce qui nous dépasse et ce que l'on parvient malgré tout à faire. C'est une danse permanente entre contrainte et initiative. Et alors la liberté dans tout ça ? La liberté dans The Stanley Parable, ce n'est pas faire tout ce que je veux, car ça, le jeu montre très vite que ce n'est pas possible. La liberté ressemble plutôt à ceci, un espace minuscule, mais réel, où je peux décider de comment réagir à ce qui m'est imposé. Pas une porte ouverte sur l'infini. Et je vais faire une petite parenthèse, mais dans le jeu, on voit pas mal de cadres qui montrent des paysages, et l'un des moments les plus marquants dans le jeu, la fin, c'est quand, après avoir réussi à suivre le bon chemin, j'arrive enfin devant le décor naturel de la liberté. Un ciel bleu, une colline, un paysage apaisant. Et ce tableau, c'est pas un joli écran final, il symbolise juste la liberté qui semble s'ouvrir devant moi. Mais c'est une image figée. Je peux pas vraiment marcher dans l'herbe et je peux pas aller explorer la colline ou sentir le vent. C'est une représentation de la liberté. Comme si le jeu disait « Voilà ce que tu imagines quand tu crois sortir du système, mais en réalité tu es toujours dans un cadre que je contrôle. » Cette fin n'est pas une délivrance, c'est un miroir. Elle montre que même la liberté que je fantasme est déjà organisée, déjà mise en scène. Tout ce que montre The Stanley Parable peut paraître un peu effrayant, parce qu'on découvre que nos décisions naissent presque toujours dans un cadre qu'on n'a pas choisi. Et même quand on croit sortir du script, on suit souvent une autre version du script. Ça peut donner la sensation que tout est déjà écrit, que la structure est trop grande, trop vaste ou trop bien organisée, mais c'est pas ce qu'il faut garder en tête. Ce qui m'a vraiment captivé dans ce jeu, c'est ce paradoxe fascinant. Même si chaque fin et chaque scénario et chaque détour est déjà écrit dans le code, j'ai passé mon temps à chercher des failles, des nouveaux chemins et des possibilités cachées que personne n'avait encore trouvées. Et c'est précisément cette tension, cette impression de trouver du possible dans le prévu, qui m'a complètement absorbée. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start?